Je me suis jamais dit, je vais être youtubeuse. Comme les suricates, on voulait s'appeler les surichates. Est-ce que tu penses que là, la fiction, elle a toujours sa place sur YouTube? Mais alors attends, d'où tu sors ça? Parce que c'est Anne Roumanoff qui m'a donné le prix du meilleur scénario pour La Levrette romantique, j'y croyais pas quoi. C'est quoi la chose la plus bizarre qui t'est arrivée sur un tournage avec Golden? Upstairs avec Eleanor Coste. Je m'appelle Eleanor Coste. Et je suis comédienne. Pourquoi tu fumes autant? Bah, j'en sais rien, je fume beaucoup. C'est comme ça. Mais c'est quoi le truc en fait? C'est vous qui inventez qui je suis? Et Tommy là, des années à me faire croire que tu l'avais mis chez la vieille dame? Je commence à en avoir marre en fait. Eleanor, tu fais partie de cette génération qui a marqué YouTube avec des vidéos drôles, sincères et souvent absurdes. On t'a découverte notamment avec Golden Moustache où t'as écrit et joué dans des sketchs devenus cultes dont on va évidemment parler. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que derrière l'humour, il y a toujours eu cette envie profonde de raconter des histoires, que ce soit en tant que scénariste, réalisatrice, musicienne ou même créatrice de BD plus récemment. Aujourd'hui, après Genre Humaine et Bouchon, des séries inspirées de ta propre famille, tu as tracé un chemin unique en t'éloignant de YouTube pour aller vers des projets plus personnels et intimes. Et c'est de tout ça dont on va parler aujourd'hui. Eleanor, bienvenue chez Upster. Merci beaucoup. Mais comme le rituel l'impose, on a d'abord des petits quick questions que je vais te poser maintenant et que je te reposerai à la fin, mais tu n'y réponds surtout pas. Est-ce qu'un jour, tu vas arriver avec un vrai tatouage à un repas de famille? Un créateur dont on n'entend pas parler selon toi, mais qui mériterait beaucoup plus de lumière? Si demain, tu ne pouvais ni jouer ni réaliser, qu'est-ce que tu ferais? C'est quoi la chose la plus bizarre qui t'est arrivée sur un tournage chez Golden? Est-ce que tu as toujours ton gravier jaune et rose dans ta maison dans le Perche? Mais on va reprendre du début. Du coup, c'est quoi le quotidien de la jeune Eleanor qui a 16 ans, qui vient d'arrêter l'école pour se lancer dans sa passion? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ta vie? C'est un quotidien un peu compliqué parce que j'ai pas arrêté comme ça. En fait, j'ai fait un énorme bad trip à cause des joints que je fumais en grosse quantité à l'époque. Pour simuler un mal-être, j'étais vraiment une adolescente pas dure du tout dans ces pompes qui se posait beaucoup de questions. Je pensais beaucoup à la mort tout le temps. Et puis j'étais dans un système éducatif qui me convenait pas du tout. Enfin moi, ça me foutait une pression. À cette époque, donc j'arrête le lycée parce que mes parents me laissent voyant que je vais vraiment mal. Je vois un psy, etc. Je suis reçue au Conservatoire national d'art dramatique et de musique en tant que guitariste jazz à Cergy-Pontoise. Là, on est quoi, au début des années 2000? Là, oui, 16 ans, on est... Oui, c'est ça, 2001, 2002, non? Et donc, mon quotidien, c'est aller aux cours de théâtre et de guitare à Cergy, donc au conservatoire, mais c'est que le mercredi et le samedi. Donc, en fait, tout le reste du temps, mon quotidien, c'est me lever très tard parce que je fais des grosses insomnies. Et en fait, je pense que je me levais vers midi. Et de midi à 18h, je jouais de la gratte, je lisais. Et tes parents, ils sont soutenus direct dans cette décision de quitter l'école? Ouais, de ouf. Ouais. Et ils m'ont soutenue, mais c'est marrant parce qu'aujourd'hui, maintenant que je suis mère à mon tour, je me dis mais comment ils ont laissé... c'est fou en fait, et j'essaye de me refaire l'histoire, mais je crois qu'ils étaient arrivés à un moment où j'allais tellement mal qu'il n'y avait pas d'autre solution, c'était la seule issue, je pense, pour que je sorte un peu la tête de... Et cette passion, est-ce qu'elle t'est venue de cette première caméra que t'as eu à 13 ans ou pas? Ou c'est venu depuis vraiment toute petite, tu t'es dit... Ouais, je pense que ça vient de loin, ça vient de... En fait, moi, j'avais toujours ce truc de... Très rapidement, déjà, de me mettre en scène, de faire des spectacles. On a fait des spectacles très tôt avec ma sœur. Après, ça a été les petites cassettes audio. Et après, à 13 ans, j'ai eu cette fameuse caméra où là, j'ai découvert l'image. Et oui, là, c'était extra de découvrir. Filmer chez parents, par exemple, ça. Ouais. Utilisais énormément ça. Ah ouais, j'adorais. Je filmais tout, mais c'est vrai que principalement mes parents et à leur insu. Et j'adorais, parce que je captais des trucs. Je me souviens, les premières fois que j'ai découvert les gros plans, à quel point on pouvait zoomer, je pouvais filmer mon père des heures, jouer du piano. Tu leur montrais direct ça? Ouais. Ou tu gardais dans un coin? Ah non, je les faisais chier. Moi, je filmais des trucs, et puis il y avait des séances, donc je faisais des séances, je les forçais à me regarder. Tu payais la séance de ciné ou même? Non, je les faisais pas payer, mais c'était un peu une prise d'otage, quoi. C'est que surtout que c'était pour montrer des trucs qui étaient pas ouf. Enfin, on faisait des fausses pubs avec ma sœur, et bon, ça c'était plutôt marrant, mais il y avait des trucs où on faisait des défilés. En fait, on prenait toutes les fringues de ma mère et on faisait des défilés, et ça, on pouvait se filmer pendant au moins une heure et demie. On les obligeait à regarder, et c'est marrant parce qu'ils le faisaient.
Et du coup, t'avais déjà cette notion de montage. C'était pas du c'était du tourné-monté alors à cette époque, il y avait pas de montage. Ouais. Plus tard, après, oui, quand j'avais plus 15-16 ans, mais c'était le truc où il fallait connecter le magnétoscope à l'ordinateur et faire pause pile au moment pour remettre. C'était très compliqué. J'ai pas connu du tout. Mais est-ce que tu te rappelles de l'arrivée de YouTube ? Est-ce que tu te rappelles la première fois que t'as entendu parler de YouTube ? Ouais, mais j'étais beaucoup plus âgée quand j'ai entendu parler de YouTube. Donc c'était d'abord Dailymotion dont j'ai entendu parler et c'est, je pense que je devais avoir 21 ans peut-être, où j'en ai entendu parler. Je me suis dit, ah bah ça a l'air mieux que Dailymotion. Je me suis dit, j'ai l'impression qu'il faut peut-être, il y a un truc à faire avec cette nouvelle plateforme. C'est marrant parce que tu vois, si tu compares aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, en fait, moi je trouve ça terrifiant mais très intriguant aussi, mais je pense qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui doivent se dire ah putain, il faut saisir ce truc-là. C'est ce que je ressentais à l'époque de YouTube et là je le ressens pas du tout vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Et tu regardais quoi sur Dailymotion ? Et est-ce que t'as senti les gens switcher de Dailymotion à YouTube à ce moment-là ? Ou quand t'es arrivé sur YouTube, tu regardais totalement autre chose ? Bah, je me souviens que... Alors, moi, je vais dire un truc, attention, mais moi, j'ai jamais vraiment regardé des trucs sur Internet. En fait, moi, je suis une saloperie d'intellectuels de merde qui regardent des films d'auteur et qui regardaient du Godard et du Truffaut et du... Très avide. En fait, j'ai toujours eu très peur de la vie qui est si courte et beaucoup trop courte pour tout ce qu'il y a à regarder. Donc en fait, j'ai une notion de perte de temps qui est très forte et je jouais en plus beaucoup aux jeux vidéo à l'époque et donc je compartimente vachement mon temps. Tu voulais pas perdre ton temps sur des petites vidéos. Ouais, mais je veux pas dire YouTube. perdre, c'est méchant de dire ça, mais c'est-à-dire que j'avais tellement de films à regarder, tellement de livres à lire et ça fait vraiment une grosse salope d'intellectuel de merde de dire ça et je me déteste et je me fous des autoclaques. Mais le fait est que c'est vrai que j'étais un peu dans ce délire aussi, j'étais très dans le théâtre, je lisais énormément et c'est vrai que j'ai pas eu j'avais la curiosité de regarder des trucs, mais par exemple, j'ai jamais été accro à quelque chose. Je n'ai jamais regardé YouTube comme on peut regarder la télé ou comme on peut regarder une série, par exemple. Jamais, quoi. Okay. J'ai jamais eu ce truc. De rendez-vous et pourtant, du soir Ouais, et pourtant, c'est ma culture, tu vois, parce que vraiment. Et en plus, j'ai fait partie, mais il y a jamais un truc où je me suis dit. Est-ce que du coup, pour le coup, tu te rappelles de la première vidéo que toi, tu publies sur YouTube ? La première fois que tu t'es retrouvé dans l'onglet publié sur YouTube et t'as appuyé sur entrée. C'est une vidéo qui doit y être encore qui s'appelle Watch the Suspense Scene. Je bouge 2 secondes, ok ? J'arrive. Ce qui marchait, il y avait des vidéos qui buzzaient et qui faisaient des millions de vues. Et en fait, moi, quand j'ai vu YouTube, je me suis dit, ok, tu passes des castings, ça marche pas, tu galères, t'es serveuse et tout. En fait, tu vas utiliser YouTube pour te faire connaître et tu vas faire une vidéo qui buzz. Donc, mon idée, c'était pas d'écrire un truc sincère, tout, c'était de faire une vidéo qui buzz. Donc, j'ai mis une vidéo qui s'appelait Watch, je suspense, je sais pas parler anglais, scene. D'accord. Donc regardez cette scène de suspense pour que ça donne envie. Et en fait, c'est juste un trajet entre Paris et Porquerolles. Donc la meuf, elle prend taxi, train, vélo, ensuite elle arrive sur l'île de Porquerolles et donc elle fait tout un tas de trajets pour aller péter dans la garrigue. Et après, elle revient. Et moi, naïvement, je m'étais dit, bah ça, le pays là depuis ça va, toujours, quoi. Ouais. En fait. Bah moi, ça m'a toujours fait rire. Et je me suis dit, ça va buzzer et tout. Et en fait, c'est marrant parce que je me rends compte que YouTube, je l'ai toujours utilisé comme un tremplin. Quand après j'ai fait le journal de Lolo, qui était un petit journal intime, c'était pas en mode j'ai besoin de sortir ça. C'est en mode ok, moi, il faut que je joue, il faut qu'on me remarque, il faut que je sois en mouvement. Voilà, en fait, c'était une recherche de mouvement YouTube et ça permettait d'être en mouvement. Mais encore aujourd'hui, hein. Est-ce que t'aimes toujours faire du bruit avec ta moto ? Bah, j'ai plus de moto. T'as plus de moto ? Ouais. T'as lâché la moto, même dans le Perche. Ouais, mais en fait, justement, là, je suis en graine. Ouais, mais c'est des routes qui sont très dangereuses. Les gens sont complètement tarés là-bas. Et c'est vrai que à l'époque où j'étais motarde, c'était une époque où je me sentais invincible et j'avais peur de mourir, mais je me disais, il y a un truc qui veille sur moi. Aujourd'hui, je pense que rien ne veille sur moi et que je peux mourir. Croisés. Oui, et puis plein d'autres. Le fait d'avoir un enfant. Ouais, et puis de grandir, de vieillir. Tu te rends compte qu'en fait, les accidents arrivent. Je parlais du bruit de la moto parce que moi, en cherchant un peu, je suis tombé sur une vidéo qui s'appelle Eleanor Cost. Elle s'appelle Eleanor Cost. Ouais, sur la chaîne YouTube Eleanor Cost. Je déteste les gens qui s'arrêtent d'un coup sur le trottoir. J'aime dire merde. Oh merde ! Quoi ?
Et c'est la toute première vidéo publiée, donc moi je pensais que ce serait peut-être elle, cette vidéo. Mais oui, t'as raison, et c'est ma bande une vidéo de démo. genre 8 minutes où tu fais J'aime, je déteste. J'aime, je déteste. Et, ah putain, c'est drôle. Tu sais ce que c'était? C'était ma bande démo parce qu'à l'époque, comme j'avais tourné dans rien, je m'étais dit, bah vas-y. En fait, je voyais toutes les meufs et les mecs qui faisaient des bandes démo, genre un coup il chiale, un coup il rigole. Je me suis dit, vas-y, je vais pas faire ça. Je vais montrer qui je suis et je vais dire ce que j'aime et ce que je déteste. Ah oui, et je dis, j'aime faire et du break. j'aime faire du break avec ma moto. Mais en plus, oui, je pense que c'est la première vidéo que j'ai publiée, ça. Donc, et elle y est encore. Je suis peut-être passé à côté de la vidéo avec le superbe titre en anglais. Ouais, mais maintenant que t'as la chute, ça n'a plus aucun intérêt. Est-ce que t'as un déclic dans cette période-là où tu te dis, bah là, j'ai vraiment envie que ce soit mon métier et ça peut être un métier, quoi. Tu veux dire avant Golden. Est-ce que tu te dis écrire des scénarios, faire de l'acting, c'est... Ah bah oui, ouais, je me le dis, mais très tôt. Mais sans penser forcément à YouTube, c'est ça? Oui, voilà, sans penser. Je vois toujours YouTube. Je me suis jamais dit, je vais être youtubeuse. Jamais j'ai eu cette pensée parce qu'en fait... Est-ce qu'il y avait ce mot à l'époque? YouTubeuse? Oui, il y avait Norman, Natou, Cyprien qui commençaient à émerger et tout. Donc si, on savait qu'on pouvait gagner de l'argent avec ça, tu vois. Mais moi, ça, je me le suis jamais dit parce que je me sentais pas... en fait, après, je m'en foutais du support en réalité. Mais moi, à cette époque-là, moi, je voulais être comédienne. Je m'étais pas dit, je vais écrire et tout. Je pensais pas... être capable de ça. C'est ensuite en entrant chez Golden que je me suis rendu compte que j'en étais capable et qu'en fait, ce que je voulais, c'était réaliser, écrire et jouer et qu'en fait, je ne voulais pas choisir qu'un truc, mais c'est vraiment les années Golden qui m'ont fait réaliser ça. Et ben, la transition est toute faite. Les années Golden. Est-ce que déjà, tu te souviens de la première fois que t'entends parler de Golden Moustache? Ouais. Moi j'étais sur le Visiteur du Futur et en fait la première fois que j'en entends parler c'est Raph Descraques et Flaubert qui me disent qu'à la rentrée ils vont faire ça, ils vont faire des sketchs. Donc c'était encore sous terre. Ouais, ils allaient commencer en septembre je crois. Enfin ouais, c'était en tout cas il y avait rien qui était sorti. Et je me souviens, je suis allée voir Raph et je lui ai dit écoute Raph, c'est simple. Moi, ce que vous dites là, c'est ce que je veux faire, en fait. Moi, en fait, je veux faire des sketchs et tout, donc je veux en faire partie de votre truc. Donc ça, c'était la première fois, ouais. Et ton arrivée là-bas, il s'est passé comment? Déjà, c'est arrivé combien de temps après? Quand tu dis pas ça pas à très Raphaël longtemps Descraques, après, quelques mois après, pour jouer, parce que de toute façon, je faisais un peu partie de la bande, donc c'était pour la vie sexuelle des jeux vidéo. Oh là là! Oh là là! Oh là là! Oh là là! Et en fait, on a tourné plein de sketchs en même temps. Ça, le syndrome post-rupture de Flaubert. En fait, Flaubert, il était stagiaire à l'époque sur le Visiteur du Futur quand je l'ai rencontré. Donc c'était trop drôle après de tourner sous sa direction et tout. Enfin, c'était génial, il y avait une évolution de dingue. Et après avoir tourné ces trucs-là, je me suis dit, ok, en fait, c'est chambé, je veux faire partir de... Donc j'ai écrit plein de scénarios, de sketchs. Et j'ai rencontré Aude Goni-Goubert, une autre fille qui s'appelait Léa Camilleri, avec lesquelles on s'est dit, bah, c'est marrant, ça c'est un truc de meuf, c'est que plutôt que de me dire vas-y j'ai des sketchs, j'y vais, et ben en fait on se sentait tellement pas légitime si tu veux qu'on s'est mis à 3 en se disant on forme un crew. Ouais. Comme les suricates, on voulait s'appeler les surichates, et on forme un crew et on va proposer nos sketchs. Et puis en fait, sous cette forme-là, on en a fait 2. Et c'est lesquels les plus marquants dans lesquels tu as pu jouer ou même écrire Le syndrome post-rupture, moi, ça m'a marqué parce que pour moi, c'était le début d'un nouveau truc qui me plaisait de ouf. C'est qu'on était dans du sketch, mais un peu tendre et un peu... intime. Il y avait quelque chose d'intime qui me plaisait beaucoup. Après, je crois qu'il a fait plus de 8 millions de vues, celui-là. Je crois que c'est un des ceux qui a le mieux marché. Ah oui, il a super bien marché. Ouais. Après, il y en a franchement... ceux qui m'ont marqué aussi, c'est les premiers que j'ai faits, tu vois, forcément. Il y a quoi? Il y a la levrette romantique dedans. Putain les gars, cette fille elle est juste... On s'est embrassé pendant des heures et elle... Mouillait comme une ouf. Pourtant vous savez que je suis pas fan des doigts. Ouais, t'as gagné un prix en plus pour celui-là. Ouais, c'était très drôle parce que c'est Anne Roumanoff qui m'a donné le prix du meilleur scénario pour la levrette romantique, j'y croyais pas quoi. Et ça c'est très drôle, je l'ai gardé évidemment ce petit... Tu as le petit prix sur la cheminée. C'est pas un prix mais c'est un truc enroulé où il y a écrit prix du meilleur scénario pour la levrette romantique. Ça c'est faut le garder quoi. Et on voit que YouTube ça a quand même beaucoup changé en 10 ans, même un peu plus de 10 ans parce que Golden c'est quoi? C'est 2013. Ouais, putain, ça fait 10 ans. Ça y est, ça commence. Est-ce que tu penses que là, la fiction, elle a toujours sa place sur YouTube? Mais je pense que tout a sa place sur YouTube. Après, le problème, c'est qu'en effet, comme tu dis, ça a beaucoup changé et que j'ai l'impression... Alors moi, je consomme pas, mais c'est vrai que quand je vais sur YouTube pour écouter des musiques ou des trucs et que je vois les vignettes, pour moi, c'est au secours, quoi. Mais il y a quand même très peu de
très peu de fiction maintenant. Ouais, il y en a peu. Mais ça revient sur TikTok, sur Insta, on retrouve des petits sketchs vibe. C'est vrai. Vibe Palmacho, Golden, etc. Mais t'as raison, ça revient plus sur ça que sur ouais. YouTube où j'ai l'impression qu'il faut aller vite, qu'il faut des trucs qui. Ouais. Bah, sur YouTube, j'ai l'impression que c'est vraiment des gros concepts maintenant. C'est des vidéos qui durent 50 minutes. C'est soit du podcast, soit des émissions. Soit en fait, c'est la nouvelle télé, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, c'est devenu la télé. Ouais, mais du coup, et moi, TikTok je trouve qu'il y a tellement de choix. le YouTube de l'époque. Oui, c'est vrai, t'as raison. C'est un peu. Mais il y a tellement de choix que, tu vois, moi, je saurais pas par où commencer, quoi regarder. Vous êtes récemment retrouvé avec une partie de l'équipe de Golden pour le revival de Il a mis son sexe de McFly et Carlito. Vous pensez que c'est facile, mais vous vous méprenez. Les gens sont trop tactiles, ils veulent tous le sucer. On sentait une vraie petite émotion. Moi, j'ai regardé le making-of. On sent qu'il y a un vrai truc et on voit aussi que vous voyez pas non plus trop souvent et qu'il y a des gens. Ça dépend. C'était comment de se retrouver en plus avec même si c'était pas les vrais bureaux, mais le décor un peu copie conforme. Carrément copie conforme. Il y a Justine, Jules Fou, Val, on se voit quand même, on arrive quand même, surtout Justine et moi, on se voit quand même pas mal. Même avec Flo. Mais oui, c'est sûr que là, de se retrouver tous, c'était hyper émouvant et de se dire, forcément, t'as ce truc de 10 ans après, qu'est-ce qu'on est devenu, qu'est-ce qu'on fait. Il y a un espèce de. On ressentait, je pense, tous une espèce de fierté à se dire, c'est cool, en fait, on est là quand même tous où on voulait être. Et ça, c'est émouvant. Franchement, la vidéo, elle est trop cool. Vraiment, mais j'ai pas vu le making-of. Le making-of, franchement, je trouve qu'on sent qu'il y a un vrai truc entre vous. Vous retrouvez. Genre en mode des potes de colo d'avant. C'était un peu ça, c'était un peu la colonie chez Golden. Mais carrément, franchement, moi, c'est mes plus grosses crises de fou rire, c'est là-bas. Et il n'y avait pas trop de. Avec Studio Bagel en face, c'était comment le. Bourriant, on était tous potes, on se connaissait tous. En fait, les seuls qui créaient une rivalité, c'était les gérants. Mais nous, on s'en battait les couilles. Surtout qu'il y en a plein qui ont fait des va-et-vient moi, j'ai écrit des trucs pour pour Bagel, j'ai joué dans des trucs pour Bagel. Enfin, il n'y a jamais eu. Moi, j'ai jamais ressenti une compétition. Toi qui as écrit, réalisé et pour YouTube et pour la télé, les plateformes, t'as senti une différence dans l'écriture déjà et ensuite dans la production des contenus? Oui, la différence majeure, c'est que on passe d'un endroit où on a une liberté totale à des endroits où on a parfois zéro liberté. Et en fait, c'est dur, ça, c'est un apprentissage d'apprendre ce que désire un diffuseur, d'apprendre à communiquer avec des producteurs. C'est quelque chose, pour le coup, qu'on nous avait pas enseigné chez Golden. Il y avait un peu un truc de on est des gamins, on a une idée, on la réalise la semaine d'après. J'exagère un peu, mais c'était un peu ça. Alors que là, aujourd'hui, c'est des projets de longue haleine. Tu mets 4 ans à faire un projet, parfois plus, parfois tu le fais pas. Mais en tout cas, c'est énormément de compromis. Et c'est comme si on avait été un peu des enfants pourri gâtés, que tout à coup, on se retrouvait dans le vrai monde. Et voilà. Et puis, il y a ce truc aussi où on était beaucoup utilisés en mode eux, ils sont super. En fait, ils savent tourner pour rien du tout un long métrage en 15 jours. Donc, en fait, on a tous été un peu utilisés pour ça aussi, pendant les premières années. Et voilà, ça, il faut briser aussi ce truc-là, quoi, montrer que... Oui, parce que toi, ça t'a fait quoi de grandir dans le côté en mode sur YouTube, c'était comme tu dis, genre t'as une idée, limite tu l'as fait, même s'il y avait quand même de la prod chez Golden et qu'il y avait des trucs, mais passer de ça à faire écrire plusieurs mois, passer avec des producteurs, etc. Toi, ça t'a fait grandir et tu kiffes ça maintenant, faire des projets de plus longue haleine, ou ça te manque quand même ce petit côté un peu on tourne, on monte. Je pense qu'il faut faire les deux. Et justement, là, je suis dans une période de ma vie où je suis sur des gros projets qui sont très longs, sur la durée, qui sont difficiles à sortir, et j'en parle tous les jours de la flamme du truc. Je me dis putain, mais en fait ça me manque trop, ce truc qui m'empêche de dormir, où je me dis oh la vache, il faut que je dise ça là, il faut que je le dise, l'urgence me manque. Et moi je pense qu'il faut faire les deux. Avec Bouchon sur Arte, t'as fait un truc hyper personnel. C'est super dur. Écoute, c'est toi qui m'as fait chier avec ton yoga, ton moment présent à la con, donc tu le fais. Et attendez, c'est elle qu'il faut prendre en photo, c'est elle la future vedette. J'y arrive pas, j'ai trop de trucs en tête là. Très inspiré de ta vie de famille. C'était quoi le plus dur dans ce processus ? L'attente. Le temps, les temps d'écriture, les temps de retour, c'était 4 ans, quoi. Donc ça a été le plus dur. C'est justement négocier avec cette urgence. Et puis faire des choix sur ce que tu racontes et ce que tu racontes pas. Parce qu'évidemment, au départ, c'est toujours beaucoup plus fourni. C'est vachement dur de savoir où tu veux aller exactement avec toute la matière. Tu parlais aussi de scènes que tu as mis dans Bouchon, qui sont des scènes que tu aurais
aimé vivre et que t'as pas vécu ou que t'as toujours rêvé, c'est lesquels? Épisode 7, quand elle parle avec son père, ça, je l'ai jamais vécu. Et c'est ça qui est magique avec la fiction, c'est que tu peux écrire des trucs... Pareil, dans Genre Humaine, saison 2, il y a un épisode qui se passe dans un taxi avec un mec, je l'ai jamais vécu, mais j'aurais bien aimé le vivre. Donc c'est des trucs comme ça, où en fait tu peux te donner toutes les qualités ou les pires défauts. Et en fait, c'est un super pouvoir, hein. C'est quand même le pouvoir de pouvoir de revivre déjà certaines situations, de les comprendre mieux, puisque tu les revis complètement de l'extérieur, et de les faire un peu à ta sauce, quoi. Petite dernière question avant nos fameuses quick questions. Est-ce que ta mère t'a caché la vérité sur ton chat pendant 12 ans? Tu lui en veux encore ou tu trouves ça mignon maintenant? Non, mais je lui en veux pas, c'est un grand mot. Tu peux raconter l'histoire. Non, mais c'est que j'avais un chat qui s'appelait Tommy et qui était obèse et donc du coup qui développait plein de problèmes liés à son obésité, et en fait il vivait avec moi à Paris, et puis un matin je me suis levée, il était plus là, et elle m'a dit qu'elle l'avait emmené chez une vieille dame pour qu'il retourne à la campagne et tout. Et en fait la vieille dame, c'est Rafou un jour qui m'a dit mais t'es con ou quoi, la vieille dame, tout le monde sait que c'est le veto, quoi. Donc, et ça, t'avais genre 18 ans, t'avais pas non plus j'avais 18, 5 ans, quoi. Bah non. Mais bon, ça continue encore aujourd'hui. Il y a plein de trucs dont je suis pas au courant. Enfin, peut-être un peu moins aujourd'hui. Mais... Elle te l'a dit à quel âge? 30 ans? Ouais, je crois que je l'ai su. Oui, à 30 ans, ouais, c'est ça. 12 ans pour... Bon, alors, notre petite question du début. Est-ce qu'un jour, tu vas arriver avec un vrai tatouage à un repas de famille? Mais alors, attends, comment tu... C'est d'où tu sors ça? Parce que j'avais fait une caméra cachée, mais elle est pas en ligne, cette caméra cachée. Non, j'aurais adoré voir cette caméra cachée. Parce que j'ai fait une caméra cachée où je revenais de Rio et j'ai fait croire à mes parents que je me fais tatouer le Corcovado. Et il pète un câble pendant 15 minutes. Ah, mais il pète un câble. Mais je l'ai pas mise en ligne, cette vidéo. Non, j'aurais adoré la voir. Ah oui. Mais j'en ai déjà parlé. J'ai eu mes informations. Ah, ok, ouais. Donc c'est quoi la question? Est-ce qu'un jour tu pourras arriver avec un vrai tatouage, ou même toi? Aujourd'hui, alors ça n'arrivera jamais parce que je suis vraiment contre les tatouages. Je suis contre tout ce qui est définitif, à part les enfants. Et si je voulais, je pourrais, parce que de toute façon, maintenant, mon père est mort et ma mère, elle est tellement à la ramasse que je pourrais me faire tatouer le Corcovado sur la gueule que... Ça changerait pas grand-chose. Ouais, ça changerait pas grand-chose. Ok. Un créateur, pas forcément youtubeur, vu que t'es pas consommatrice de YouTube, dont on n'entend pas assez parler, qui mériterait plus de lumière. Alors, en fait, il y en a une que j'adore, mais alors je sais pas si elle est sur YouTube, elle est sur Insta, elle s'appelle Chloé Ménager, mais je pense qu'elle est connue. Oui, qui tourne avec Simon Astier. C'est trop bien. C'est super. Ah, mais ça, tu vois... Tu vois, quand on parlait du côté Palmacho, Golden qui revient sur... moi, je regarde sur TikTok. C'est trop bien. Ah, elle les met sur TikTok. Ouais, elle les met sur TikTok. Enfin, moi, je la connais de mais TikTok. C'est vraiment bien. À mon avis, cette meuf, c'est sûr. Mais c'est super. Et en plus, c'est des épisodes qui se suivent. Et tu sais, moi, je sais pas à combien de temps elle les sort d'intervalle, mais moi je dois en avoir un par semaine. Ouais, je pense que c'est ça. Et c'est tout le temps, c'est vraiment à chaque fois la suite. C'est tout le temps quali, et c'est... Ouais. Ah ouais, franchement, c'est super. Je recommande aussi. Chloé Ménager. Chloé Ménager. Si demain tu pouvais plus jouer, plus réaliser, tu ferais quoi? Eh ben, je me pose beaucoup la question en ce moment. J'écrirais puisque tu l'as pas mis dans ton truc. Non, mais je me pose beaucoup la question en ce moment parce que je me demande à quel point je suis heureuse. En fait, je peux pas faire autre chose. J'en ai besoin viscéralement, mais je le fais. C'est toujours dans la souffrance et c'est toujours dans. J'arrive pas encore à être dans le plaisir, quoi, à 100%. C'est quand même toujours une sorte de souffrance. Alors, qu'est-ce que je ferais? Eh ben, je m'interroge beaucoup en ce moment. Je sais pas, j'ai envie d'ouvrir là où j'habite des résidences pour les collégiens, les lycéens de ciné pour faire, je sais pas, des trucs genre un film en 15 jours pour plus tard. Après, je sais pas, des fois j'ai envie de tout plaquer, de m'occuper de faire une formation pour être paysagiste ou d'être dehors. Okay. Mais bon. Tes questionnements. Ouais. C'est quoi la chose la plus bizarre qui t'est arrivée sur un tournage avec Golden? Avec Golden. Putain, il en a. Il en a arrivé des trucs bizarres. Écoute, la plus bizarre, je pense que c'est la fois où McFly, il a chié dans une poubelle en pleine réunion. Parce que l'idée énoncée c'était d'après lui assez merdique, quoi. Et qu'après, le lendemain, on a reçu, dans les jours qui viennent, un mail de la part d'Adrien Labassire, qui était le boss, pour dire que c'était interdit de chier dans des poubelles. Et ça, en fait, c'est incroyable de vivre ça parce que c'est un monde parallèle. Il a fait ça parce qu'il y a quelqu'un qui a proposé une idée... Qu'il a jugé merdique. Je crois qu'il a dit, tu sais ce que c'est que ton idée? Il a chié, il a dit c'est de la merde. Devant tout le monde, il a chié dans la poubelle.
Et est-ce que t'as toujours ton gravier jaune et rose devant ta maison dans Mais le non, Perche? parce que j'ai déménagé. Mais t'es J'habite toujours dans le Perche, Perche, mais maintenant je suis dans et t'as un pas pris de village. gravier pour... Non, j'ai plus de gravier. Et en fait, tant mieux parce que ce gravier était un fantasme pur, puisqu'il y avait des mauvaises herbes qui poussaient dedans et c'était infernal de le désherber. Donc non, maintenant j'ai plus de gravier. Et cette vie dans le Perche depuis quelques années, Ouais, ça commence C'est à bien. faire. Hein. Ouais, c'est trop bien. Bah, je reviendrai en arrière pour rien au monde. En fait, ça me contient vachement. Être à Paris, je me rends compte que ça augmentait toutes mes névroses et mes angoisses. Et là, ce qui est trop cool, c'est qu'en fait, je suis là les jeudis et vendredis en règle générale. Je suis très contente de rentrer le vendredi. Et il y a puis pour écrire, c'est trop bien en fait. Là-bas, il y a pas de bruit, il y a personne qui me dérange. C'est un peu paradisiaque, quoi. c'est quoi la suite d'Eleonore Coste? Ah bah, Les gros projets, là. Alors, les gros projets, c'est un film que je suis en train de développer chez Quad, qui sera mon premier long métrage, qui parle de l'adolescence, de la musique. Et puis, la suite de Bouchon que je suis en train de développer actuellement, dans l'idée de proposer plutôt un film, en fait. Ok. Voilà, donc est-ce que ça va être un unitaire pour Arte? Est-ce que ça va être un film au cinéma? Je ne sais pas, on ne sait pas. On ne sait pas parce que pour l'instant, je suis au stade où je suis en train d'écrire l'histoire. Et c'est dur. Et c'est très dur, donc ça, ça c'est mes deux trucs du moment, quoi. Qui me prennent beaucoup d'énergie et ce temps créatif dont je parlais, qui m'empêche un peu de me dire, allez, j'écris un truc et je vais tourner dans une semaine. Trop bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Et d'être heureuse. Mais Non, et d'être un peu plus zen, quoi. Et on te souhaite d'être zen et heureuse. Merci beaucoup. Merci. Éléonore. Merci beaucoup. Salut, merci d'être allé jusqu'au bout de l'interview. Si ça vous a plu, pensez à vous abonner juste ici. Ça nous aide énormément. On sort une vidéo tous les lundis à 18h. Donc activez la cloche pour ne rien rater. C'est grâce à vous qu'on peut continuer à faire ces interviews. À la semaine prochaine.